Bonjour et bienvenue dans Quartier Direct, la collection de vidéos de Mediapart et du Bondi Blog. Les élections municipales approchent et nous allons parler politique aujourd'hui. Dans les quartiers populaires, les citoyens votent assez peu, rien de nouveau jusque-là. Et quand on leur demande d'expliquer pourquoi, ils expliquent souvent qu'ils ne se sentent pas assez représentés. Là-dessus, difficile de leur donner tort. Finalement, qui représente les pauvres, les ouvriers, les immigrés, les femmes ou encore les jeunes? Face à cela, certains ont décidé de s'engager, de prendre leur avenir en main, comme ils disent. Pourquoi laisser faire à d'autres, si on comprend la démarche, ce qu'eux sont capables de faire? Mais s'engager pour qui? Pourquoi? Avec qui? Certains font le choix des partis traditionnels, d'autres font le choix de mouvements plus récemment créés, quand certains font complètement le choix de l'indépendance et de listes purement citoyennes. La question, c'est avec quelle efficacité? Pourquoi? Est-ce que mieux représenter les quartiers, c'est finalement le meilleur moyen de gérer, d'aider les quartiers populaires et de résoudre leurs problématiques? Avec nous pour en parler aujourd'hui, trois invités. D'abord Antoine Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, docteur en sciences politiques et vous travaillez depuis une dizaine d'années sur la question du vote des quartiers populaires. Oui, tout à fait. Abdelkader Hamida, à vos côtés, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, citoyen engagé à Argenteuil, dans le Val d'Oise, et colistier de Philippe Bousset, l'ancien maire socialiste de la ville, à l'occasion de ces élections municipales. C'est exactement ça. Et à vos côtés, Cataline Belair. Bonjour Cataline. Bonjour. Vous êtes journaliste et coprésidente de l'Alternative citoyenne, un mouvement qui présente une liste citoyenne, donc, comme son nom l'indique, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Tout à fait, mouvement créé depuis presque 2 ans maintenant. Antoine, pour commencer un petit peu cette discussion, d'abord j'ai dit en introduction que les quartiers populaires votaient moins que les autres, en tout cas votaient peu. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que finalement on vote moins dans les quartiers qu'ailleurs en France? Alors c'est une question très compliquée parce que ça dépend ce qu'on appelle voter. Si on regarde le taux de participation, qui est l'indicateur qu'on utilise le plus souvent, c'est-à-dire le nombre de gens qui se sont déplacés pour voter par rapport au nombre de personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, c'est ça qu'on utilise. Cet indicateur-là, il montre que dans les quartiers populaires, on vote moins qu'ailleurs. D'accord, mais il y a des vraies différences selon les élections. Et notamment, on vote parfois presque autant que le reste du pays aux élections présidentielles et on vote beaucoup moins aux élections intermédiaires. Et donc, on a un mouvement de montée et de descente du niveau de participation qui fait qu'on parle d'intermittence du vote dans les quartiers populaires. Et face à ça, pardon, les élections municipales, est-ce que c'est une des élections intermédiaires dont vous parlez ou est-ce que quand même les élections municipales mobilisent dans les quartiers? Non, l'élection municipale, c'est une élection intermédiaire, elle mobilise assez peu. Elle mobilise davantage que des élections comme les européennes, qui sont vraiment le niveau de marée basse absolue, ou les cantonales, mais elle mobilise nettement moins que des élections comme les élections présidentielles. Donc on est dans cette situation un peu intermédiaire avec ces municipales de 2020. Est-ce que pour expliquer l'abstention, est-ce que vous avez travaillé peut-être sur les raisons de cette abstention et est-ce que ce dont je parlais, c'est-à-dire le manque de représentation, de représentativité, explique en partie cette faible participation? Alors, c'est un phénomène, le fait de ne pas se sentir représenté par les partis, mais ce n'est pas du tout spécifique aux banlieues. Ce manque de confiance dans les partis et la défiance envers le système partisan, quelque chose qui est très très fort aujourd'hui dans l'ensemble de la société française. Et il y a une crise, on voit bien, du système partisan avec une opposition traditionnelle entre les partis de gauche et les partis de droite qui a été mise à mal depuis plusieurs années. Deuxième élément qui est très important pour comprendre la situation des quartiers populaires, c'est qu'il y a non seulement la barrière dans l'accès au vote, mais il y a la barrière dans l'accès à l'inscription électorale. Il y a beaucoup d'habitants qui soit n'ont pas le droit de vote, soit ont le droit de vote mais ne sont pas inscrits ou ne sont pas inscrits dans l'endroit où ils habitent. Et donc il y a tout un ensemble de processus en amont du taux de participation qui fait que le niveau global de mobilisation électorale, il est plus faible dans ces territoires qu'ailleurs. Si on regarde sur le long terme, néanmoins, on a plutôt une tendance au rattrapage. On n'a pas une tendance à un écart qui se creuse, mais plutôt une tendance au rattrapage des quartiers populaires qui progressivement se rapprochent des niveaux globaux. Pour illustrer un peu tout ça, peut-être vous questionnez l'un et l'autre sur votre parcours. Abdelkader, peut-être d'abord, qu'est-ce que vous avez fait, d'où vous venez, etc. Et puis qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez senti le besoin, l'envie de vous engager? Alors d'où je viens, c'est une question complexe, parce que je viens de... Il a répondu pareil à ma première question. Toutes les questions vont être complexes aujourd'hui. Complexe. Je vous en prie. Mais je dirais que je suis originaire d'Argenteuil, j'ai toujours grandi à Argenteuil. Mon parcours professionnel, il est assez classique, des études de droit. J'ai embrassé la profession d'avocat, j'ai enseigné à l'université de Nanterre. Classique, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal, mais bon, je me suis mis sur un rail et je m'y suis tenu. C'était ça le plus dur en réalité. Et donc l'engagement, je l'ai depuis toujours, parce que j'ai toujours été dans des associations. Donc pour moi, on fait de la politique tout le temps. La politique, c'est pas seulement se présenter à des élections politiques, c'est gérer, participer à la vie de la cité. Donc ça, je l'ai toujours fait depuis que je suis petit. C'est quoi, comme par exemple, comme engagement associatif Alors, on avait créé une association. Alors d'abord, quand on était petit, on avait des locaux dans nos immeubles. On avait on appelait ça un local vélo, local poubelle, qu'on s'était approprié.
Et j'étais le seul à avoir fait un règlement intérieur dans mon local, donc je commençais à discipliner les choses déjà à l'époque. Déjà le droit à l'époque. Déjà à l'époque, ouais. Et après, plus tard, à la fac, on a créé une association de défense sur les discriminations. Donc on avait créé une association qui s'appelait Juricité, qui déjà œuvrait pour les luttes contre les discriminations. Donc j'ai toujours eu cet intérêt-là, et c'est intéressant parce que je ne me sentais absolument pas représenté dans les listes politiques. Aucun parti ne me représentait parce qu'il y avait une appétence de gauche, mais la gauche m'a déçu. Je me sens un peu libéral, mais il y a des principes de la droite qui ne m'intéressent pas, donc je me sentais un peu entre les deux. Je me suis même cru centriste à un moment donné, mais en fait non, je suis juste citoyen engagé. Et c'est la première fois que vous êtes sur une liste, vous présentez à une élection? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Présent. Vous l'avez fait en 2014 déjà? Exactement, avec le même candidat, sur une liste citoyenne également. Et je recommence l'expérience cette année. Cataline, est-ce que c'est un peu le même parcours finalement, d'abord l'associatif et puis le politique? Oui, je me suis reconnue dans le parcours, puisque moi, mon parcours a commencé dans l'associatif il y a 20 ans, à Aubervilliers. Alors, je ne suis pas originaire d'Aubervilliers, mais j'y habite depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai commencé dans l'associatif, et c'est vrai qu'on fait de la politique dans le sens noble du terme, qu'on est engagé dans l'associatif. Et ensuite, je me suis toujours intéressée à la politique, mais pas au point d'adhérer, d'en être membre. Et puis, pour ne pas être trop longue, en fait, nous, notre mouvement, l'Alternative citoyenne, existe depuis un peu plus de 2 ans. Et en fait, ce mouvement, il s'est créé parce qu'on est parti d'un constat. On a un certain mécontentement sur la politique menée dans la ville. Et on s'est dit, ben voilà, au lieu de râler dans notre coin, de bouder, pourquoi ne pas fonder un mouvement citoyen pour pouvoir, nous aussi, contribuer à l'émergence ou enfin apporter une vision à Aubervilliers. Antoine, est-ce que cet engagement des citoyens, c'est quelque chose de croissant? Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent et comment on peut l'expliquer finalement? Alors, c'est quelque chose qui se nourrit souvent d'un intérêt pour la participation politique, mais d'une déception dans l'offre politique disponible, et une tension entre les aspirations et l'offre qui existe. Si on regarde bien, en fait, en perspective historique, ça fait très longtemps qu'il y a des tentatives de créer des candidatures, des listes, etc., en dehors du système des grands partis nationaux dans les élections locales. Aujourd'hui, la situation a un petit peu changé parce que ces grands partis nationaux se sont considérablement affaiblis. Historiquement, le Parti communiste, le Parti socialiste. Aujourd'hui, on voit bien que l'UMP a été également un parti en perte de vitesse tendancielle au cours des dernières années. Et puis, des grands partis qui sont forts nationalement, comme le Front National, au niveau électoral et en croissance constante depuis 2011, sont peu implantés dans les territoires de banlieue. Donc c'est cet ensemble de configurations qui fait que l'offre politique n'est pas véritablement structurée dans un bon nombre d'espaces, et les personnes qui ont des aspirations politiques ou des volontés de s'engager peuvent être tentées de monter, parfois avec des membres de partis politiques, mais parfois avec d'autres, des candidatures pour occuper des positions d'exécutifs locaux. Mais c'est une situation intéressante parce qu'au bout d'un moment, la politique, c'est quand même aussi arriver à des strates supérieures, et il y a ce qu'on appelait une loi d'airain des partis politiques, on finit par devoir s'institutionnaliser, et souvent ces mouvements, ils sont à l'aune de la transformation ou de l'enrichissement ou de la mutation du clivage partisan, et ils restent rarement dans la liste strictement citoyenne lorsqu'ils ont du succès. Quand on a du succès, on finit par devenir une composante partisane au bout d'un moment. Pourquoi, Antoine parlait des grands partis, des partis traditionnels, pourquoi vous n'avez pas choisi finalement de prendre votre carte? L'offre politique est assez large, si je raisonne à l'absurde, l'offre politique est assez large, il y a un certain nombre de partis qui étaient disponibles et qui pouvaient vous accueillir. Pourquoi ne pas avoir choisi la voie des partis traditionnels? J'ai l'impression que le membre lambda est sollicité une fois que le projet est mis en place. Alors que la différence avec enfin moi, ce que je ressens, la différence avec un mouvement citoyen, c'est que ça part, les ambitions, les idées, les propositions partent du peuple, en fait, partent d'en bas pour aboutir, en fait, à des propositions. Abdelkader, vous êtes du coup sur une liste de Philippe Doucet, qui est quand même une figure socialiste, donc encartée au Parti socialiste. Pourquoi ne pas avoir presque fini la démarche et
pris une carte au PS? Parce que c'est pas la même chose d'avoir une tête de liste qui est, elle, encartée, d'ailleurs ou pas, je ne sais même pas s'il est toujours encarté, mais c'est pas pareil d'avoir une tête de liste qui a cette colonne vertébrale socialiste et d'avoir une liste, une composition de personnes, et finalement un amalgame de personnes de divers horizons. Moi, j'ai l'impression que dans les quartiers populaires, on est gilet jaune depuis 20 ans. Et qu'on découvre aujourd'hui, ça explose à la figure de tout le monde. Mais nous, ça fait 20 ans qu'on dit qu'on n'est pas représenté, ça fait 20 ans qu'on dit que ceux qui nous représentent ne nous ressemblent pas. Et donc aujourd'hui, on a acquis, parce que finalement l'ascenseur social marche aussi en France, on a acquis cette légitimité qui nous permet de nous engager plus concrètement. Après, le choix des partis, enfin le non-choix des partis, pour ce qui me concerne, c'est que moi je trouve que ça nous enferme dans des carcans. Et que on perd en liberté. C'est exactement ce que vous disiez. C'est qu'il y a une offre et il y a une appétence personnelle. Et dans l'appétence que moi je peux avoir, je ne retrouvais pas d'offres qui correspondent à ma panoplie. Et donc je me sens plus libre dans cet engagement citoyen. Et ce n'est pas pour rien que c'est sur un terrain municipal. La municipalité, c'est le concret, c'est le local, c'est le quotidien. Et donc au quotidien, moi je considère que la ville doit être gérée par les habitants de la ville et qu'on ne nous envoie pas des apparatchiks d'appareils. Ce discours un peu critique à l'égard des partis traditionnels, il est porté aussi par d'autres partis, par Emmanuel Macron depuis quelques années avec La République En Marche, par Génération S, le mouvement de Benoît Hamon, par la France Insoumise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question un peu à la volée. Est-ce que finalement votre insatisfaction des partis traditionnels n'aurait pas pu se manifester par un engagement dans ces mouvements un peu différents, même s'ils tendent à se rapprocher des partis traditionnels? Mais moi, ce qui m'intéresse dans ces phénomènes-là, c'est qu'on a vu historiquement de plus petits partis apparaître en offrant des postes possibles pour des personnes qui voulaient s'engager localement. Et historiquement, on l'a vu dans la mobilisation au sein d'Europe Écologie Les Verts, dans les banlieues, au sein du MoDem, dans les banlieues. Et quand il y a des nouveaux partis qui essayent de se constituer, eh bien, ils ont beaucoup de postes disponibles sur leur liste alors qu'ils ont peu de sortants et peu de personnes déjà en place. Et donc c'est des partis qui sont souvent plus ouverts pour des personnes qui sont dans cette démarche de construction d'un parcours politique qui soit professionnel ou qui soit militant. Et c'était beaucoup moins le cas dans les partis anciens installés de très longue date dans lesquels il fallait déjà avoir beaucoup de ressources personnelles, beaucoup de capital, savoir comment ça fonctionnait à l'intérieur de la machine pour pouvoir s'en sortir dans le jeu des congrès, le fonctionnement des motions, etc. Et ça, c'est des choses qui sont souvent des compétences que les gens n'ont pas quand ils n'ont pas un long parcours partisan derrière eux. Et donc c'est quelque part un changement de culture qui est en train de s'établir. On le voit dans les nouveaux partis que vous évoquez, il n'y a plus cette démocratie, ou en tout cas ce fonctionnement de débat, d'affrontement politique interne. On est plutôt sur des logiques relativement pyramidales, et ce qu'on gagne de l'ouverture à la société civile, on le perd un petit peu dans le fonctionnement démocratique interne du parti, qui était historiquement un lieu d'affrontement, et maintenant plutôt un lieu de consensus et de mise en œuvre, quoi. On n'a plus vraiment de discussion. Là-dessus, Abdelkader peut-être. Ouais, alors j'ai perdu le fil de la question, mais je voudrais réagir. C'est que on a comme une société où on a l'image du sauveur, l'image du chef, qui est très forte, hein, c'est très napoléonien. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'offre de personnes politiques s'est réduite. On n'a plus d'hommes d'État qui puissent rassembler et fédérer autour de lui via un parti politique. Et du coup, comme on n'a pas de personnes auprès de qui se rattacher, on n'a pas de Rocard, on n'a plus de Mitterrand, donc il n'y a rien en fait, l'offre elle est assez pauvre, en tout cas en termes de personnes, donc c'est difficile de se dire tiens la personne m'intéresse et je vais aller voir ce qui se cache derrière, c'est qu'il n'y a pas grand chose. Et le clivage, enfin le discours qui conduit ni gauche ni droite, un peu de tout, c'est trop facile. Et quand on creuse finalement, on regarde l'expérience, La République En Marche, c'était le nouveau monde, et on voit que c'est encore pire que l'ancien monde. Donc tout ça c'est des discussions qui sont intéressantes. De mon expérience personnelle, le non-choix des partis politiques, c'est vraiment le fait de ne pas être enfermé dans un carcan. C'est ce que vous disiez, c'est que la vérité ne vient pas d'en haut et on n'est pas juste là à mettre en œuvre des décisions qui sont décidées ailleurs et prises ailleurs. Donc c'est très important sur ces élections municipales d'être sur le terrain. Au-delà des idées, il y a la question des personnes. Antoine, vous en parliez. Quand on regarde les maires, par exemple, des villes de quartiers populaires, c'est souvent des hommes, d'abord, très souvent, rarement issus des minorités, comme on dit, rarement issus de l'immigration, il y en a très peu, rarement issus de la classe ouvrière, il y en a assez peu, souvent des maires parachutés, issus du sérail, des grands partis. Est-ce qu'il y a encore cette problématique-là dans les listes? Est-ce que vous le voyez, vous, dans les campagnes que vous menez, que finalement, les gens comme vous, entre guillemets, les gens issus des quartiers ou les gens issus de diversité quelconque, ont du mal à glaner, à truster un peu les premières places sur les listes? Est-ce que c'est encore pour vous une problématique sur les listes?
C'est-à-dire sur les listes. Est-ce qu'il y a encore un problème est-ce que les états-majors, les équipes municipales sont encore trop peu ressemblantes, représentatives des habitants des quartiers? Alors, en ce qui concerne Aubervilliers, pas spécialement. C'est vrai que voilà, il y a une diversité. Bon, déjà, il y a la parité homme-femme qui est imposée, mais il y a une diversité, que ce soit de par l'âge, de par aussi, on va dire, l'origine ethnique. Donc, ce n'est pas vraiment un souci qu'on rencontre. Alors, après, si on rentre dans le parti politique, là, oui, on peut ne pas se sentir représenté, puisqu'il faut un petit peu, je dirais, penser comme avoir l'idéologie du parti, et on ne peut pas arriver, enfin, j'ai l'impression, et d'autres citoyens et citoyennes aussi l'ont évoqué, on ne peut pas arriver avec des idées, avec une vision, et en débattre. On n'a pas forcément la vérité. Abdelkader, là. Alors sur Argenteuil, on a deux têtes de liste qui sont issues de l'immigration, on va dire ça comme ça. Donc côté communiste, côté La République En Marche. Donc j'ai l'impression que la place se fait. Faut pas être trop impatient, c'est-à-dire que les choses doivent se faire naturellement. J'aimerais moi un jour qu'on sorte de ça et qu'on parle que de compétences. On a les compétences pour diriger une ville. Argenteuil, c'est 110 000 habitants. Donc c'est pas rien de gérer une ville de 110 000 habitants. Il serait bien qu'à un moment donné, le critère de la sélection et de la discussion même qu'on peut avoir entre nous, elle tourne autour de la compétence et pas des origines, pas des obédiences politiques ou religieuses, et qu'on regarde ce que les gens sont capables de faire et que les têtes de liste soient bien capables de mener la ville sur 6 ans. Antoine, là-dessus, sur la place des minorités, entre guillemets, dans le personnel politique, et juste une question un peu que j'ajoute sur la gauche, finalement, dont ça fait partie de l'ADN, dont ça fait partie des valeurs, et qui a beaucoup déçu dans les quartiers populaires sur cette question-là. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre de guillemets, c'est une question ethno-raciale, il faut être clair. Et c'est tout le temps féminisé sur issu de l'immigration, pas issu de l'immigration, etc. Et je pense que ce n'est pas bien de féminiser, parce que ça ne permet pas de discuter sérieusement du fond. Déjà, il y a beaucoup de maires qui sont issus de l'immigration, mais pas de l'immigration postcoloniale. Donc pas de l'immigration maghrébite, subsaharienne, turque, mais il y a beaucoup de maires qui sont issus d'une immigration plus ancienne, européenne, portugaise, espagnole. Bon. Et donc ça montre bien qu'il y a eu historiquement un processus quand même de métissage et d'incorporation politique qui a été assez fort, même si peut-être on le sait peu, parmi les nationaux qui ont le droit de vote en France mais qui sont le moins inscrits, il y a les populations portugaises. Les Portugais naturalisés sont beaucoup moins inscrits sur les listes électorales, par exemple, que les Maghrébins ou les Algériens naturalisés. Donc il y a des différentiels encore qui sont assez particuliers à regarder. Donc il y a cette question ethno-raciale qui reste forte et qui est en fait liée à 3 éléments. Premièrement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la sociologie historique des partis politiques, qui étaient plutôt des gens qui avaient un parcours de long terme, et donc ça prend du temps d'avoir l'acquisition de ces compétences. Deuxième élément qui a été très fort, c'est la question de la pression à la transformation sociologique des listes, et le fait que dans les listes électorales et dans les élus, il y a beaucoup plus de gens diplômés, beaucoup plus de gens dans les positions supérieures, et que en fait, les populations des quartiers étaient sous-représentées dans les franges supérieures de la commune qui parvenaient à occuper les positions de pouvoir, et ça c'est un élément important. Et la troisième chose, c'est le regard sur la situation française et internationale, et on sait que des événements comme par exemple la candidature de Barack Obama à 2008 ont eu beaucoup d'impact sur la représentation qu'ont pu avoir territorialement des personnes se disant c'est possible d'aller à la compétition électorale et c'est possible de participer, alors que c'était quelque chose qui pouvait ne pas être perçu comme du domaine du faisable, et il y avait davantage sans doute d'autocensure dans la période précédente aussi. Abdelkader. Alors, je voudrais réagir là-dessus. C'est que moi, je pense que le point de départ, c'est l'introduction de l'émission. C'est qu'on ne vote pas. Et comme on ne vote pas, il y a des chances de ne pas passer. Et pourquoi ils ne votent pas? Et pourquoi ils ne votent pas? Parce qu'on n'est pas représenté. Ah, vous n'êtes pas représenté? La porte est ouverte. Et il se trouve que la porte s'est ouverte. La porte était fermée pendant longtemps. Et elle s'est ouverte. Alors, qui est l'œuf de la poule? J'en sais rien. Moi, je pense que c'est parce qu'on ne votait pas qu'on s'est dit, allez les gars, il y a de la place pour vous aussi. Et c'est comme ça que ça s'est ouvert. Ça, c'est très intéressant comme question. Vous dites on. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qui on et c'est qui alors. Pas on. Non, mais ça m'intéresse parce que c'est la construction. Pourquoi c'est intéressant? Vous disiez tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on est gilets jaunes dans les quartiers. C'est la question de l'identité politique et partisane des personnes. Donc, c'est quoi le on dans la société française et le eux dans la société française? Et quand on appartient à un parti, on dit je suis socialiste, libéral, etc. On passe de l'adhésion à des idées
au fait d'être membre d'un collectif, d'un groupe, d'un courant de pensée. Et donc la question d'être en collectif, c'est une question essentielle du politique. Et c'est quoi les périmètres, c'est quoi les supports du collectif? Ça, c'est des questions qui ne sont pas du tout évidentes parce qu'elles changent tout le temps. Ça peut être des supports territoriaux, être d'un quartier, être d'un endroit. Ça peut être un support idéologique, être communiste, être libéral. Ça peut être un support religieux. Et il faut dire qu'il y a un certain nombre de candidats qui, aujourd'hui, veulent construire sur une base religieuse des sensibilités politiques. Et il y en aura sans doute différentes et fragmentées, etc. Mais donc, ça montre bien, c'est pas évident de savoir quel est le support social de l'identité politique. Et c'est quelque chose qui reste en négociation aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense que c'est important, si j'ai le temps de ça, de bien distinguer l'approche partisane de l'approche politique. Et la politique, on en fait depuis toujours, en fait. Hein. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est depuis qu'on est biberonné à la politique, parce que ça fait depuis qu'on est dans notre ville qu'on s'en occupe, d'une manière ou d'une autre, par le biais associatif. Après, je trouve que le « on », c'est-à-dire les partis, veulent nous enfermer dans un carcan. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on peut se politiser sans être enfermé dans une vision partisane. Et puis au-delà de ça, il y a eu aussi un phénomène, notamment dans les villes de banlieue, où la porte était ouverte, comme vous l'avez dit, on a ouvert la porte, mais on a ouvert la porte un peu pour servir parfois de faire valoir. Et finalement, on se rendait compte qu'entre la place sur la liste et le rôle dans l'exécutif municipal et le rôle dans l'équipe et le pouvoir réel, il y avait quand même un petit gap. Ouais. Et finalement, on mettait des Arabes et des Noirs. Si on est très trivial, on mettait des gens des quartiers pour être élus, et puis finalement, on ne leur donnait pas le pouvoir auquel ils aspiraient. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu et qui existe encore? Est-ce qu'on en est revenu? Ou est-ce qu'il y a encore quand même parfois Est-ce que vous vous êtes posé la question, par exemple, vous, cette question-là? C'est une question extrêmement sensible. Les jeunes parlent de douille. Ouais. Est-ce qu'il y a une douille dans ouais. l'histoire? Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut être un peu aguerri. C'est-à-dire que tu es sur la liste, mais tu es le 55e de la liste. C'est bien d'être sur la liste, mais tu sais que tu ne vas pas agir. Donc c'est aussi avoir un minimum de précaution, de culture, d'intérêt. C'est-à-dire y aller et se prendre la douille d'être 55e. Ouais. C'est déjà, je te dis, en fait, tu n'étais pas prêt pour y aller en fait, à la gestion de la ville. Parce que si tu n'es même pas capable de savoir où te positionner dans la liste, c'est que déjà, ça va être très compliqué sur les 6 ans à tenir. Ouais. Donc déjà, c'est une belle introduction de se positionner sur la liste. Et il se trouve que les règles ont changé. Je ne sais pas si vous êtes informé de ça. Mais en fait, la place sur la liste, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, contrairement à hier. Puisqu'aujourd'hui, vous avez en fait 3 niveaux de représentation dans la liste électorale de la municipale. Il y a la mairie pur jus. Ensuite, en général, les mairies appartiennent à une agglo. Donc il y a l'agglo. Après, il y a le Grand Paris. Je parle de la région parisienne. Et vous pouvez être le 20e de la liste, mais vous pouvez figurer à l'agglo. Et on se dit que le Grand Paris, c'est le centre névralgique de la décision. Donc il faut se poser ces questions-là. Mais ces questions-là, on ne se les pose pas quand la liste arrive, c'est déjà trop tard. Ouais. On se les pose en amont et on fait le travail en amont pour se positionner au sein de la liste. Ce point-là est très intéressant parce qu'il montre le besoin d'acquérir un capital militant et politique, un savoir-faire, une compréhension personnelle des systèmes. Et aujourd'hui, c'est complexifié par ce millefeuille des strates de décision territoriale, parce qu'avant, il y avait la mairie, point. Et souvent, les gens, quand ils construisent un rapport aux politiques, ils le construisent par la mairie, puis l'État. Et après seulement les autres échelles, le département, la région, etc. Et on voit que cette évolution territoriale, elle rend plus difficile cette construction du rapport entre ce que peut vraiment faire la mairie, elle, toute seule, et puis ce qui dépend en fait de collectivités partagées avec d'autres communes qui peuvent avoir d'autres majorités, d'autres programmes, d'autres priorités. Et ça rend la compréhension du jeu politique plus difficile aussi pour les citoyens. Ce que je trouve relativement dommage, alors oui, les partis ont ouvert des places sur leur liste, mais plus par stratégie, par intérêt, parce que j'ai un nom à consonance Afrique de l'Ouest et j'ai une certaine résonance dans un quartier. Et c'est vraiment dommage de ne pas ouvrir sur les compétences, puisqu'en plus, à Aubervilliers, on a la chance d'avoir plusieurs origines différentes. Et au sein de ces origines, il y a des gens ultra compétents. Et donc les partis devraient peut-être un peu plus penser à ouvrir des places sur les listes en fonction des compétences et non pas par stratégie, on va dire, ethnique ou... Pour revenir à une question que je posais un peu en introduction sur l'abstention, finalement, parce que c'est aussi une donnée importante, est-ce que le fait qu'il y ait des listes citoyennes, ça peut permettre, par exemple, à votre avis, à Aubervilliers, de faire voter des gens qui n'auraient pas voté autrement? Est-ce que c'est un de vos objectifs d'aller chercher ces gens-là qui ne votent pas?
Alors, je vous rapporte ce que les habitants et les habitantes nous disent quand nous allons les rencontrer sur le terrain, des visites de quartier, des porte-à-porte, des réunions d'appartements, etc., etc. Et beaucoup d'entre eux nous disent qu'ils sont intéressés justement par cette démarche citoyenne. Pour eux, c'est un peu c'est inédit. Ils ont toujours eu affaire à des partis politiques. Et donc certains nous ont demandé comment aller faire pour s'inscrire sur les listes électorales avant le 7 février. On a reçu aussi des emails, des textos pour nous demander la démarche à suivre. Des personnes nous ont dit j'irai voter cette fois-ci puisque pareil. Et puis au-delà même de voter en fait des anciens. Enfin, j'espère qu'ils iront voter et qu'ils vont faire ce qu'ils nous ont dit, mais je vais les considérer comme des anciens abstentionnistes. Au-delà du vote, ils participent aussi au projet citoyen. Donc j'ai le sentiment, par rapport à ce qu'on nous retranscrit sur le terrain. Abdelkader, pareil, c'est un moyen de lutter contre l'abstention finalement cette implication citoyenne ou c'est un peu Honnêtement, dans nos discussions sur la liste, on ne discute pas genre il faut viser les abstentionnistes, aller les chercher. On essaie de convaincre tout le monde, et y compris ces fameux abstentionnistes. En fait, il faut chercher pourquoi ils s'abstiennent. Alors il y a parce qu'ils ne se sentent pas représentés, certes, mais je pense que les listes sont maintenant, globalement, elles sont toutes diverses. Hein. Elles sont de multicolores. On va les appeler comme ça, c'est une boîte de crayons de couleur. Donc, globalement, je pense que tout le monde s'est aligné là-dessus. Donc après, une fois qu'on a ça, ça ne suffit pas, puisque tout le monde est sur cette ligne-là. Donc il faut qu'on aille un peu au-delà. Et j'espère que, donc, une fois qu'on a franchi le cap de la liste qui nous ressemble, il y a les idées qui nous intéressent. Et c'est là-dessus que nous, on travaille. Pour finir, si on se projette au 22 mars, donc la date du deuxième tour. Le 15 d'abord. Le 15 d'abord, ouais, moi j'étais déjà dans le 22, je suis dans l'étape d'après. Donc après le deuxième tour, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de grandes villes en France gouvernées par les citoyens? Il y a eu quelques exemples à l'étranger dans certaines grandes agglomérations. Est-ce qu'en France, c'est possible, à votre avis, que demain, des citoyens gouvernent complètement sans les partis, ou est-ce qu'à votre avis, forcément, il y aura besoin des structures politiques classiques? Quand ils gouvernent avec les partis, c'est quand même des citoyens qui gouvernent. Donc, je veux dire, c'est quand même. Je pense que la dichotomie est intéressante parce qu'en fait, on parle des partis déjà en place, mais en fait, quand il y a des gens qui prennent le pouvoir, on peut penser à Podemos par exemple à Barcelone, c'est toujours des citoyens et qui changent la structure du système partisan. Donc, si ça se produit, ce sera un changement du système partisan, ce ne sera pas la disparition du système partisan. La logique de parti, elle continuera à exister. Donc, c'est quelque chose qui peut exister, qu'on a déjà vu. C'est peu probable que ça se produise à cette élection en France parce que on voit qu'il y a des pouvoirs politiques sortants, bien installés, qui ont des capacités spécifiques d'implantation qui sont assez fortes, et que quand ils sont mis en compétition ou mis en balance, on peut penser à la puissance du Front National à Marseille, c'est plutôt par d'autres partis politiques qui ont un poids national assez important. Je reviens juste d'un mot sur ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'élection de la participation électorale. On sait que ces citoyennes, comme elles sont présentes dans les élections locales, en fait, elles ont assez peu d'impact sur le niveau global de mobilisation. Par contre, elles peuvent créer un premier sas d'entrée à la participation politique. Et quand on touche des abstentionnistes, en fait, on touche rarement des gens qui ne votent jamais. Ça, c'est très dur de faire venir des gens qui ne votent jamais. C'est faire venir des gens qui votent une fois de temps en temps, qui ont déjà voté à la présidentielle, mais qui n'ont pas voté aux européennes. Alors, est-ce que cela, on peut les remobiliser pour les municipales? Et donc, c'est jamais toucher les abstentionnistes, c'est toucher parmi les abstentionnistes ceux qui ont une probabilité d'aller voter qui n'est pas complètement nulle. Donc, c'est ça qui est un petit peu la zone entre les deux aujourd'hui. Abdelkader, est-ce que finalement... Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des citoyens non encartés, parce qu'on parle de ça depuis tout à l'heure, mais quelle est la valeur ajoutée pour un candidat, je pense à Philippe Doucet par exemple à Argenteuil, de s'entourer de gens qui ne sortent pas des partis traditionnels et qui sortent plutôt des quartiers populaires et d'autres formes d'engagement? Exactement, on sort plutôt des quartiers populaires, effectivement. Je pense que la plus-value, c'est qu'on n'a pas un discours tout fait. C'est que moi, je ne vais pas commencer mes phrases en disant y compris tel truc, y compris... Oui, en même temps, comme voilà, on est hors cadre. Et ce côté hors cadre, finalement, de mon point de vue, ça permet de ramener sur terre notre tête de liste, qui pourrait être embarquée dans une logique partisane, de mettre en œuvre des thématiques partisanes. Et donc, nous, on est là pour lui dire, attends, il y a aussi du terre-terre, en fait, le terrain. Et donc, on lui ramène la réalité du terrain. Et j'espère qu'on n'est pas encore déconnecté. Et la difficulté, en réalité, c'est quand on est dans l'exercice du pouvoir,
c'est qu'on peut aussi perdre pied, et là, ce n'est pas question d'appartenir à un parti ou pas, c'est que le pouvoir, l'exercice du pouvoir éloigne du terrain. Et c'est ça, ça va être ça l'exercice en cas de conquête du pouvoir. Kataline, peut-être pour finir, est-ce que, par exemple, l'alternative citoyenne que vous représentez, est-ce que l'objectif c'est la victoire? Est-ce que vous seriez prêt demain, Aubervilliers c'est à près 90 000 habitants, Tout à fait. Est-ce que vous seriez prêt à gouverner une ville de 90 000 habitants avec une liste de citoyens qui, pour l'essentiel, n'ont jamais fait ça, entre guillemets? Alors, nous avons la chance d'avoir notre tête de liste, Sofiane Karoumi, qui a quand même eu un mandat de maire adjoint avec une délégation qu'il a très bien exercé pendant 6 ans. Donc, il a donc l'expérience, la technicité, on va dire, au sein d'une mairie. Et puis... Sur l'aspect 2020, est-ce que demain, si vous gagnez l'élection, est-ce que demain vous êtes prêt ou est-ce qu'il vous faudra peut-être... Demain, nous sommes les prêts. partis, finalement, oui, demain, nous sommes prêts. Après, si vous voulez, on a aussi des partis quand même qui nous soutiennent. Alors, on n'est pas, on rejette pas les partis coûte que coûte, c'est-à-dire on reconnaît aussi leur technicité, mais donc notre démarche a une crédibilité aux yeux de certains partis politiques donc, qui nous soutiennent. Et puis au sein de notre mouvement, il y a aussi des citoyens qui ont une expertise et une technicité. Donc c'est vraiment varié, c'est mélangé. Et donc oui, pour demain, nous sommes prêts pour 2020. Antoine, le mot de la fin, est-ce que demain on aura Podemos en France? Est-ce que sur ces élections, il faut s'attendre à quelque chose? Qu'est-ce qui manque encore pour que les citoyens des quartiers finalement soient complètement intégrés à la politique locale et puis nationale peut-être demain? Alors, la question de Podemos, c'est une question un peu particulière, parce que c'est comment s'organise la gauche de la gauche en France et en Espagne, et c'est assez différent dans les deux pays, c'est pas du tout la même culture. Et comme on n'a pas une demi-heure de plus, on va le... Mais je crois que ce qui est important, c'est d'abord de discuter de la question de l'inscription électorale, qui est la première barrière et qui est une question qui reste encore un peu souterraine et sur lesquelles il y a encore des choses à faire. Il y a la question d'accès à la nationalité, qui est une question importante dans pas mal de quartiers et de territoires sur lesquels c'est une barrière à l'implication politique et ça peut parfois poser problème. Je pense qu'on peut avancer un certain nombre de choses là-dessus. On rappelle juste une petite parenthèse sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui est encore une revendication et qui a été promesse de campagne de François Hollande en 2012 et qui finalement n'a jamais été... Et ça, c'est vrai, mais l'accès à la nationalité des personnes qui demandent la nationalité pour pouvoir voter aussi aux élections nationales, c'est quand même un élément important également. Et derrière tout ça, il y a la question de savoir comment est-ce que dans le système partisan en crise qu'on connaît aujourd'hui, des problématiques qui sont les problématiques transversales qui peuvent exister dans les quartiers populaires peuvent être aussi impulsées à l'échelon national, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas d'exemple historique d'un mouvement qui ne soit que local et qui puisse avoir une portée et un ancrage durable. Au bout d'un moment, il faut quand même avoir la relation avec l'échelon de la décision au niveau gouvernemental, avec les députés, avec les régions, et que donc il faut une forme d'institutionnalisation qui se créera d'une façon ou d'une autre si ces démarches-là peuvent avoir du succès. Avec des passerelles, par exemple, entre différents mouvements citoyens, c'est quelque chose qui est imaginable? Alors, ça peut être ça peut être aussi le fait que dans ces partis politiques se crée un recrutement et se créent des passerelles individuelles qui institutionnalisent, qui normalisent, qui pérennisent la relation entre ces nouvelles listes qui émergent, si elles ont du succès, et les appareils politiques tels qu'ils existent. C'était le mot de la fin. Merci à tous les trois. Bonne chance pour votre campagne. Il reste quelques jours. On vous souhaite le meilleur score possible et puis peut-être d'être élu demain. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de Quartier Direct. On se retrouve bientôt après les élections municipales, juste après, pour un nouveau numéro donc, de Quartier Direct.